Salut à toi Wikipédien ou Clipédien. Alors aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler des suites géométriques. Mais avant toute chose, je t'invite à regarder, si tu ne l'as pas déjà fait, la vidéo sur les suites arithmétiques, parce que je vais repasser sur des concepts qui sont vraiment similaires, mais je vais aller beaucoup plus vite cette fois-ci pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Donc regarde la vidéo sur les suites arithmétiques d'abord, pour pouvoir être familier ou familière avec ce concept. Alors pour t'introduire les suites géométriques, je vais te raconter une histoire qui est celle d'un roi qui s'ennuie. Donc c'est un roi qui s'ennuie, il est chez lui, il n'a rien à faire de ses journées. Et finalement un jour il dit « Oh, ça suffit, maintenant faites-moi venir tous les sages du pays et demandez-leur de m'inventer un jeu qui va permettre de passer mes journées. » Alors c'est ce qu'on fait, on fait venir tous les sages du pays, il propose chaque fois un jeu au roi, mais le roi il est vraiment difficile, il dit « Non, celui-là c'est pas bien, celui-là ça m'embête, etc. etc. » Et finalement, il y a un sage qui arrive, donc, que tu vois représenté ici, qui s'appelait le sage Sissa. Et ce sage-là, il propose un jeu au roi qu'on appelle aujourd'hui le jeu d'échecs, donc que tu connais sans doute. Donc il propose le jeu d'échecs au roi. Et alors le roi, il est emballé directement, il dit « Waouh, c'est excellent, ça c'est très intelligent comme jeu. » Le roi il est content, et du coup il dit à Sissa « Eh bien, tu as réussi, tu as rempli ma demande, donc finalement, je vais te récompenser, choisis une récompense de ton choix, donc dis-moi un souhait et je vais te l'exaucer. » Donc du coup, Sissa c'était un petit malin, il s'est dit tiens, je vais en profiter pour arnaquer le roi, rien que ça, et il a demandé donc la chose suivante au roi. Il a dit « J'aimerais bien que tu déposes un grain de riz sur la première case du plateau d'échecs. Un grain de riz ici. Ensuite, j'aimerais que tu me déposes 2 grains de riz sur la deuxième case. Ensuite, j'aimerais que tu déposes le double sur la troisième case, donc 4 grains de riz, donc 2 fois 2 grains de riz, 4 grains de riz sur la troisième case. Ensuite, j'aimerais que tu déposes encore le double sur la quatrième case, donc le double de 4 grains de riz, 8 grains de riz. Ensuite, j'aimerais que tu déposes encore le double, donc 8 grains de riz fois 2 grains de riz, 16 grains de riz, et ainsi de suite. Donc j'aimerais que tu continues à faire ça jusqu'à la dernière case de l'échiquier. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces grains de riz-là? Je vais repartir avec. Donc le roi, il commence à déposer 1 grain de riz, 2 grains de riz, 4 grains de riz, et ainsi de suite. Et il se dit, c'est pas terrible comme récompense, pourquoi il m'a demandé ça? Et il continue à faire ça, et finalement, à un certain moment, il est bloqué. Il n'a plus assez de grains de riz pour continuer. Parce que, combien de grains de riz il fallait déposer au total sur le plateau? S'il avait voulu aller jusqu'au bout, il aurait eu besoin de ce nombre de grains de riz-là que j'ai représenté ici. Et donc finalement, le roi, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, tout simplement parce que le sage Sissa, il lui demandait ce nombre de grains de riz-là qui est absolument énorme. Donc ça, c'était à peu près ma réaction quand je l'ai vu pour la première fois. Donc autant te dire, je vais même pas essayer de le prononcer, c'est pas la peine. Tu peux essayer si tu as envie, tu peux mettre la vidéo en pause. Mais c'est un nombre de grains de riz qui est absolument énorme. Et donc là, Sissa, il est bien content, il a trollé le roi. Et le roi, il est un peu embêté parce qu'il n'a pas assez de grains de riz pour payer Sissa. Donc finalement, c'est ça la technique qu'a utilisé Sissa pour arnaquer le roi. Donc finalement, ici je t'ai donné directement la réponse, donc je t'ai dit combien de grains de riz il faudrait déposer sur le plateau pour aller jusqu'au bout, mais je t'ai pas dit comment on obtient cette réponse. Forcément, tu te doutes que ce que j'ai fait, c'est pas d'additionner chacun des grains de riz sur le plateau, ça m'aurait pris des années et j'ai pas calculé cette somme comme ça, donc j'ai calculé la somme différemment. Donc pour calculer cette somme différemment et pour la calculer de façon efficace et rapide, on va avoir besoin des suites géométriques. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va d'abord définir le formalisme des suites géométriques, donc on va définir qu'est-ce que c'est une suite géométrique pour pouvoir ensuite résoudre ce problème à l'aide des suites géométriques. Donc une suite géométrique, j'ai noté la définition ici, on va la lire ensemble. Suite géométrique, c'est une séquence, donc une succession, donc des nombres, une séquence de nombres, donc une succession de nombres, donc des nombres qui se succèdent, dans laquelle on passe d'un terme au suivant, donc on passe d'un nombre au suivant, en multipliant par un nombre constant, et ce nombre constant on l'appelle la raison. Donc ça veut dire que pour passer d'un terme de la suite au suivant, je vais devoir multiplier par un nombre. Ce nombre, il est le même partout, il est constant, et on l'appelle la raison. Donc on multiplie chaque fois la raison pour passer d'un terme au suivant. Alors là, la définition, elle est un peu vague, mais je vais donner des exemples pour voir qu'est-ce qui est une suite géométrique et qu'est-ce qui n'est pas. Donc prenons cette suite-ci, par exemple. Est-ce que c'est une suite géométrique? Voyons voir. Pour passer du premier terme au deuxième, je dois multiplier par 2. Pour passer du deuxième au troisième, donc de 2 à 4, je dois multiplier par 2. Pour passer de 4 à 8, je multiplie par 2. 8 à 16, je multiplie par 2. Et ici, j'ai mis 3 petits points. Évidemment, quand je mets ces 3 petits points-là, je suppose que la structure que j'ai donnée ici reste vraie dans la suite. Donc ici, on a bien une suite géométrique. Et la suite géométrique, la raison de cette suite géométrique, ce nombre constant par lequel il faut multiplier, c'est 2.
Donc on a une suite géométrique de raison 2. On va faire pareil avec une autre suite, donc prenons cette suite-ci. Donc 10, pour aller à 100, je multiplie par 10. Pour aller de 100 à 1000, je multiplie par 10. 2000 à 10 000, je multiplie par 10. Et de 10 000 à 100 000, je multiplie par 10. Donc finalement, on est dans un autre cas de suite géométrique, parce que, évidemment, je suppose que ça resterait dans la partie avec les 3 petits points. Et donc, dans ce cas-ci, on a une suite géométrique qui n'est plus de raison 2, mais qui est de raison 10. Alors prenons un dernier exemple et voyons si c'est une suite géométrique. Donc ici, pour passer de 3 à 6, je multiplie par 2. Pour passer de 6 à 12, je multiplie par 2. Et pour passer de 12 à 36, je multiplie par 3. Et c'est là que ça plante. Parce qu'on a dit que le nombre par lequel il faut multiplier pour passer d'un terme au suivant, il doit être constant. Donc la raison doit être constante. Or ici, je vois que la raison est 2. Et s'il y avait une raison qui était définie pour cette suite, elle vaudrait 3 ici. Donc finalement, on n'est pas vraiment dans le cadre, on n'est pas du tout dans le cadre d'une suite géométrique. Donc à cause de ce terme-ci, ou à cause des précédents, c'est comme tu veux, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. On n'a pas une suite géométrique, même si dans la partie que j'ai représentée avec les 3 petits points, on a toujours des fois 2, et bien à cause de ce fois 3 ici, ça ne sera jamais une suite géométrique de raison 2. Voilà, ça définit finalement ce que c'est une suite géométrique. Alors finalement, quel est le lien entre les suites géométriques et notre problème? C'est assez facile. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire une suite sur base des nombres de graineries que je dépose sur chaque case. Donc, je dépose sur la première case 1 grainerie, donc je peux dire que le premier terme de ma suite c'est 1. Je dépose 2 graineries sur la deuxième case, donc je peux dire que le deuxième terme de ma suite c'est 2. Et ainsi de suite, donc je peux construire une suite sur base de ce nombre de graineries. Donc 1 grainerie pour la première case, 2 graineries pour la deuxième case, 4 graineries pour la troisième, 8 graineries, 16 graineries, et ainsi de suite. Donc finalement, ça c'est la suite qui est définie par le nombre de graineries que je dépose sur l'échiquier. Qu'est-ce que je peux constater? Je peux constater que pour passer d'un grainerie à 2 graineries, je dois multiplier par 2. Pour passer de 2 graineries à 4 graineries, je peux multiplier par 2. De 4 à 8, je multiplie par 2. De 8 à 16, je multiplie par 2. Et étant donné ce que Sissa a dit au roi, eh bien ça reste vrai dans toute la partie que j'ai représentée avec les 3 petits points. Parce qu'à chaque fois, Sissa il dit, sur cette case-là, par exemple, je veux le nombre de graineries sur la précédente multiplié par 2. Donc pour passer du nombre de graineries sur cette case-ci au nombre de graineries sur cette case-ci, je vais devoir multiplier par 2. Donc la suite géométrique qui est définie ici, c'est bien une suite géométrique de raison 2. Donc c'est ça le lien avec notre problème. On étudie ce qu'on étudie, ce qu'on essaie de mieux connaître, c'est une suite géométrique. Donc finalement, quelle question je peux poser? Je peux dire si le roi continue à déposer ses graineries, combien est-ce qu'il va devoir déposer sur la dernière case? Donc finalement, quel va être le nombre de graineries qui vont être posées sur cette dernière case? Ça, c'est une première question qu'on peut poser. Et la deuxième question, c'est finalement, quelle va être la somme de tous les graineries, donc finalement le nombre de graineries au total qui vont être déposées sur l'échiquier. Donc finalement, pour faire ça, je vais devoir additionner tous les graineries qui ont déjà été posées. Donc 1 grainerie, plus 2 graineries, plus 4 graineries, plus 8 graineries, plus 16 graineries, et ainsi de suite, finalement, jusqu'à additionner le nombre de graineries qui se trouve sur la dernière case. Donc pour ça, j'ai besoin de deux choses. Pour répondre à ces questions, j'ai besoin de deux choses. Donc j'ai besoin d'une formule qui me permet de calculer facilement le nombre de graineries sur la dernière case, et j'ai besoin d'une formule qui me permet d'additionner les nombres de graineries sur chacune des cases. Donc j'ai besoin d'une formule qui me permet de calculer un terme quelconque d'une suite géométrique, et j'ai besoin d'une formule qui me permet de calculer la somme des termes d'une suite géométrique, parce que ce que je fais ici, c'est bien, j'additionne tous les termes de la suite. Alors on va s'atteler à ça directement, et on va faire exactement comme pour les suites arithmétiques, donc je vais me permettre d'aller un peu plus vite. Donc comme pour les suites arithmétiques, on va donner un nom à ces termes. Donc ici j'ai représenté une suite quelconque, une suite géométrique qui est de raison 3, donc pour aller de 3 à 9, je multiplie par 3, de 3 à 27, je multiplie par 3, et de 27 à 81, je multiplie par 3. Donc ça, c'est une suite géométrique de raison 3. Et on va donner un nom à ces termes. Donc le premier terme, on va l'appeler U0, le deuxième terme, on va l'appeler U1, le troisième terme, on l'appelle U2, le quatrième, on l'appelle U3, et le n plus 1e terme, on l'appelle UN. Donc ici, j'ai utilisé une convention qui est exactement la même que celle dans les suites arithmétiques. Si tu n'es pas encore à l'aise avec cette convention, donc le fait que ici j'ai un décalage entre, par exemple, le n plus 1e terme, c'est UN, le quatrième terme, c'est U3, donc il y a un décalage de 1 entre le nombre de termes et le nombre que je mets en indice sur le U. Alors, si tu n'es pas encore à l'aise avec ça, je te conseille d'aller visionner la vidéo sur les suites arithmétiques parce que j'explique pourquoi on fait ça comme ça. Mais ici, je vais me permettre d'aller un peu plus vite et du coup de construire directement la formule qui permet de calculer UN sans passer par tous ces termes intermédiaires que j'ai représentés ici.
Donc faisons ça. Ben, voyons comment on peut passer d'un terme, par exemple si je veux passer du premier au troisième sans passer par le deuxième terme. Comment je vais pouvoir faire ça? Ben, je vais devoir combiner deux étapes, donc je vais multiplier par 3 ici, et je vais multiplier par 3 là. Donc ça revient à la même chose que faire x3 x 3. Or x3 x 3, c'est exactement la même chose que x3 au carré. Donc j'utilise finalement l'exposant, la notation en exposant pour en fait faire de ces deux étapes une seule étape. Donc finalement, pour passer de U0 à U2, eh ben, je dois multiplier par 3 au carré. Donc je peux dire que U2 est égal à U0 fois 3 au carré. Et donc ça, je peux faire exactement la même chose pour calculer le quatrième terme. Donc pour passer de U2 à U3, je dois multiplier par 3. Et si je veux passer directement de U0 à U3, eh ben, je vais devoir faire x3, x3, x3. Or, c'est exactement la même chose que faire x3 au cube. Donc pour passer de U0 à U3, je fais x3 au cube. Donc U3 est égal à U0 fois 3 au cube. Donc j'ai bien finalement comptabilisé chacune de ces flèches en multipliant par 3 au cube. Et donc ici, je peux remarquer une certaine récurrence qui est que finalement, je vais multiplier par le nombre de... Je vais multiplier par 3 exposant le nombre de flèches que j'ai comptabilisé. Or, ici, pour passer au terme U1, j'ai dû comptabiliser une flèche. Pour passer à U2, j'ai dû comptabiliser 2 flèches. Et pour passer à U3, j'ai dû comptabiliser 3 flèches. Donc forcément, pour passer à UN, directement, je vais devoir comptabiliser n flèches. Donc ça veut dire que je vais faire x3, 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 x3. Et ça, cette multiplication par 3, je vais la faire n fois. Donc multiplier n fois par 3, c'est exactement la même chose que multiplier par 3 exposant n. Donc en fait, finalement, cette grande flèche que j'ai représentée ici, elle comptabilise l'effet de n petites flèches jaunes qui consiste à multiplier par 3. Donc c'est exactement ce qu'on a envie de faire. Donc on passe de U0 à UN directement sans passer par tous les termes intermédiaires en multipliant par 3 exposant n. Donc je peux dire que UN est égal à U0 fois 3 exposant n, exactement comme je l'avais fait pour les termes de la suite arithmétique. Alors finalement, ici j'ai donné une valeur à tous ces termes, mais c'est absolument pas utile. Je peux les remplacer simplement par U0, U1, U2, parce que c'est vrai pour tout le raisonnement que j'ai fait ici, il est vrai pour toute suite géométrique de raison 3. À partir du moment où je multiplie par 3, tout ça, je peux continuer à le faire. Donc ici, je peux supprimer ces termes, et je peux simplement les noter U0, U1, U2, U3. Je peux les remplacer par ce que j'ai envie. Je peux mettre, par exemple, U0, pourvu que la multiplication par 3 reste vraie, évidemment. Je peux mettre, par exemple, U0 est égal à 1, U1 est égal à 3, du coup, et ainsi de suite pour les termes suivants. Donc finalement, tout ça, ça reste vrai, indépendamment de la valeur de ces termes, pourvu que la multiplication par 3 reste vraie. Et donc, j'ai finalement cette formule que j'ai construite qui permet de calculer UN à partir de U0, donc qui est UN est égal à U0 fois 3 exposant n. Donc je rappelle que on passe de U0 à UN avec cette grande flèche qui consiste à multiplier par 3 exposant n. C'est exactement ce que cette formule-là exprime. Alors ici, je l'ai fait avec 3, donc j'ai pris une suite géométrique de raison 3, mais a priori, il n'y a aucune raison pour que je prenne cette raison, justement. Bon, cette phrase est un peu embrouillante, mais c'est pas grave. Je peux changer 3 finalement par n'importe quel nombre réel. En particulier, je peux prendre un nombre réel que j'appelle Q. Il n'y a aucun problème avec ça. Tout le raisonnement que j'ai tenu ici, il reste vrai. Donc en remplaçant tous ces 3 par des Q, eh bien, j'obtiens cette formule-là, finalement, qui est UN est égal à U0 fois Q exposant n. Alors cette formule-là, elle est encore plus générale que la précédente, parce qu'en fait, elle permet de calculer le nème terme d'une suite géométrique dont la raison est Q. Donc si je prends une suite géométrique de raison Q, eh bien je sais que cette formule-là va me permettre de calculer le nème terme. Et donc Q, je peux le remplacer par n'importe quel nombre réel. Je peux le remplacer par 2, par 4, par 7, par pi. Ça reste vrai, tout ça reste vrai, et ça reste une suite géométrique, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, finalement, cette formule-là, elle nous permet de calculer un terme quelconque de la suite arithmétique. Mais maintenant, ce que j'aimerais bien faire, donc c'est la première étape qu'on s'était fixée, mais la deuxième étape, c'était de calculer les sommes des termes d'une suite géométrique. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Donc, je reprends le Sn qui est défini exactement comme auparavant. Donc, Sn, c'est la somme des termes de la suite géométrique allant de 0, U0 jusqu'à UN. Donc, Sn est égal à U0 plus U1 plus U2 plus U3, et on s'arrête à UN. Alors, c'est évidemment pour ça qu'on ait le petit indice ici en dessous de Sn. Donc le petit indice n indique le numéro du terme auquel il faut s'arrêter quand on additionne. Donc que vaut cette somme? Ici le raisonnement qu'on va suivre, il est un peu similaire à celui qu'on avait suivi pour les suites arithmétiques. Ça va être d'utiliser une petite astuce de calcul pour ne pas passer par tous les termes
intermédiaires dans la somme. Donc en fait, finalement, pour calculer cette somme de façon très rapide, sur base de peu d'informations en fait. Donc je peux maintenant réécrire cette somme en utilisant la formule que je viens de construire, donc en remplaçant chacun des termes de la somme par leur définition sur base de la formule un est égal à u0 fois q exposant n, donc je te rappelle que c'est la formule que j'ai construite ici. Donc refaisons ça, et bien finalement Sn est égal à u0, donc u0 ici reste u0, mais maintenant u1 je vais pouvoir le remplacer par u0 fois q, donc u1 est égal à u0 fois q exposant 1, c'est ce que me dit ma formule. Pareil pour u2, u2 est égal à u0 fois q exposant 2, donc c'est ce que me dit ma formule, et la formule pour, finalement pour un, elle me dit que un est égal à u0 fois q exposant n, c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc il n'y a pas de problème, Sn pour une suite géométrique, eh ben, ça peut être écrit de cette façon-ci. Et alors maintenant je peux être pris d'une petite fantaisie, je peux dire tiens, essayons de multiplier cette équation par q. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais simplement multiplier chacun des membres de cette équation par q. Alors si je multiplie ici le membre de gauche, ben, finalement j'ai q fois Sn, bon là il n'y a rien de très important. Par contre, si je multiplie le membre de droite, eh bien, je vois u0 fois q apparaître. Le u0 fois q ici, il faut le multiplier par q aussi, donc c'est u0 fois q au carré. u0 fois q au carré, quand je multiplie par q, eh bien, ça fait u0 fois q au carré fois q, ce qui est exactement la même chose que u0 fois q exposant 3. Et finalement, ainsi de suite, jusqu'à u0 fois q exposant n, que je multiplie par q aussi, et qui me donne u0 fois q exposant n plus 1. Donc là, finalement, j'ai multiplié chacun des termes de l'équation, chacun des membres de l'équation et chacun des termes du deuxième membre par q. Donc j'ai juste multiplié par q des deux côtés. Il n'y a rien d'incroyable à ce niveau aussi. Mais il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut déjà remarquer. C'est que si je décale les termes ici, donc je garde exactement la même chose, mais je vais juste décaler les termes, eh bien, on voit que les termes, on retrouve les mêmes termes 2 à 2. Donc u0 fois q ici, on le retrouve ici. u0 fois q au carré, on le retrouve ici. Et tous les termes intermédiaires, on va les retrouver jusqu'à u0 fois q exposant n. Et finalement, le terme u0 fois q exposant n plus 1, forcément, on ne le retrouve pas dans la première équation. Mais donc, tous les termes entre u0 fois q et u0 fois q exposant n, eh bien, on les retrouve dans la deuxième équation. Alors ça peut donner une idée. On peut se dire, tiens, le but de notre formule, finalement, c'est de supprimer tous les termes intermédiaires et de calculer directement le résultat. Donc sans passer par tous les termes intermédiaires. Et bien une façon de supprimer tous ces termes intermédiaires qu'on n'a pas envie de calculer, c'est de soustraire ces deux équations. Donc simplement je vais faire une soustraction, je vais prendre la première équation et je vais lui soustraire la deuxième. Donc si je fais ça, la première chose que je vais voir, c'est que en faisant cette soustraction, eh bien u0 fois q ici, on va soustraire u0 fois q, ça va s'annuler. u0 fois q carré, on va soustraire u0 fois q carré, ça va s'annuler. Et tous les termes intermédiaires ici, que je n'ai pas représenté, eh bien, ils vont aussi s'annuler 2 à 2 grâce à cette petite astuce, jusqu'à u0 fois q exposant n qui va également s'annuler. Donc finalement, en faisant cette soustraction-ci, je supprime tous les termes intermédiaires que je n'avais pas envie de calculer, et ça tombe bien, c'est précisément ce que j'avais envie de faire. Donc on est presque, du coup on a presque obtenu notre formule qui permet de calculer ça très rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les termes qui restent. Donc ici, dans ce membre-là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Sn moins Q fois Sn, donc c'est ce que je représentais ici. Et dans ce membre-ci, il me reste U0. Tous les autres termes ont été supprimés, mais dans la soustraction, il faut encore soustraire U0 fois Q exposant n plus 1. Donc finalement, j'ai U0, que j'avais déjà là, moins U0 fois Q exposant n plus 1. Donc je fais cette soustraction-ci, donc il me reste U0 moins U0 fois Q exposant n plus 1. Donc là, on y est vraiment presque, on a presque notre formule. Il suffit simplement de faire quelques mises en évidence pour obtenir la formule. Donc ici, je vois qu'il y a un facteur Sn et je vois qu'il y a un facteur Sn. Je peux mettre Sn en évidence, j'obtiens ça, donc 1 moins Q fois Sn. Et ici, je vois qu'il y a un U0 et un U0, je peux mettre U0 en évidence, et ça me donne U0 fois 1 moins Q exposant n plus 1. Donc là, maintenant la dernière étape, pour obtenir Sn, parce que finalement je te rappelle que c'est Sn qu'on cherche, et ben on va essayer d'isoler Sn dans cette équation-là. Comment on peut faire ça? On peut diviser les deux membres de l'équation par 1 moins Q. Donc je divise les deux membres de l'équation par 1 moins Q. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de simplifier le 1 moins Q qui était en facteur devant le Sn précédemment, donc je le simplifie. Et ici, j'ai aussi dû diviser par 1 moins Q. Donc finalement, il ne me reste plus que le Sn dans le membre de gauche, donc j'ai Sn est égal à U0 fois 1 moins Q exposant n plus 1 divisé par 1 moins Q. Et ça, c'est une formule qui est vraiment très intéressante parce qu'elle permet directement de calculer Sn sur base de quelques informations, donc sur base de U0 et sur base de Q. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je connais la raison et U0 qui est le premier terme de la suite, eh bien je peux directement calculer
Sn sans passer par tous ces termes intermédiaires U1, U2, U3 et ainsi de suite. Donc ça, c'est finalement la formule qu'on voulait obtenir. C'est la formule de somme qui permet de calculer la somme d'une suite géométrique. Donc la somme évidemment jusqu'au nème terme de la suite géométrique, c'est ça que le petit n veut dire dans S. Donc voilà, c'est finalement la formule qu'on voulait obtenir. Juste un petit point pour la culture mathématique. Ici, ce qu'on a fait, donc on a fait des sommes dont les termes s'annulent 2 à 2, donc c'est ce qu'on a fait ici. Ça porte un nom en mathématiques, c'est un concept qui est plus général, qui est c'est le principe des sommes télescopiques. Donc ça c'est simplement pour la culture, c'est pas intéressant ici. Mais donc si ce processus a fonctionné, et si on voulait démontrer finalement cette formule de façon très rigoureuse en mathématiques, eh ben on utiliserait une suite télescopique. Et c'est précisément ce qu'on a utilisé ici sans le dire, on l'a fait de façon très intuitive. Mais si tu veux impressionner ton prof de maths, tu peux directement dire que, eh bien, on a fait une espèce de, on a construit une suite télescopique et on a calculé la somme, on a calculé une somme télescopique sur base de ça. Donc ça, c'est finalement le point culturel en mathématiques, mais c'est pas vraiment important pour obtenir ça. Donc finalement, faisons une petite synthèse de ce qu'on a déjà fait. On a pris une suite géométrique, donc la suite géométrique, je te rappelle, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par Q. Donc U0 pour passer à U1, on multiplie par Q, U1 et U2, on multiplie par Q. Et finalement, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit deux formules. On a construit une formule qui permet de calculer UN sur base de U0 et de Q. Donc UN est égal à U0 fois Q exposant N. Donc ça permet de calculer UN sans passer par tous les termes intermédiaires. Et on a calculé une formule Sn qui permet de calculer la somme des termes allant de U0 jusqu'à UN. Donc on a construit cette formule-là qui permet de calculer U0 plus U1 plus U2 plus U3 et ainsi de suite jusqu'à UN. Donc finalement on a ces deux formules-là et on peut faire un petit parallèle du coup avec les suites arithmétiques parce qu'on avait fait exactement la même chose pour les suites arithmétiques. Donc je te rappelle qu'une suite arithmétique c'est une suite dans laquelle pour passer d'un terme au suivant je dois additionner un nombre constant qui est la raison. Donc finalement c'est ça la grande différence entre une suite arithmétique et une suite géométrique, c'est que pour une suite géométrique on multiplie, pour une suite arithmétique on additionne. Donc ça c'est la grosse différence qu'il y a entre les deux. Donc une suite arithmétique c'est pas la même chose qu'une suite géométrique, même si c'est très proche, c'est pas la même chose à cause du fait qu'on multiplie dans une suite géométrique et on additionne dans une suite arithmétique. Et ça fait que les formules forcément sont pas les mêmes, donc on a construit l'équivalent de cette formule qui permet de calculer UN pour une suite arithmétique et on avait obtenu ça. Et on avait aussi calculé l'équivalent de la formule de la somme pour une suite arithmétique qui vaut ça. Donc finalement, on voit que les deux formules sont sont chaque fois très différentes. Et pour appuyer ces différences encore et ne pas confondre arithmétique et géométrique, j'ai utilisé une notation différente. Donc j'ai utilisé une notation qui est assez conventionnelle en mathématiques. Quand on parle d'une suite arithmétique, généralement on note la raison R. Et quand on parle d'une suite géométrique, généralement on note la raison Q. Donc ça permet déjà d'appuyer cette distinction qu'il y a entre une suite géométrique, comme j'ai représenté ici, et une suite arithmétique comme j'ai représenté en dessous. Donc ça finalement, c'est la grosse différence entre les deux types de suites qu'on a étudiées dans les vidéos. Donc maintenant, on va se focaliser encore un peu sur les suites géométriques, parce que c'est le sujet de la vidéo, et on va finalement retourner à notre problème. Donc on va retourner à notre problème qui impliquait donc ces fameuses suites géométriques. Alors reprenons le problème. Je t'avais posé une première question qui est combien de grains de riz le roi va déposer sur la dernière case de l'échiquier. Donc, à savoir que vaut ce terme de la suite géométrique. Donc je te rappelle que la suite géométrique, on l'avait construite en prenant chaque fois le nombre de grains de riz sur chacune des cases. Donc 1 grain de riz pour la première case, 2 grains de riz pour la deuxième case, 4 pour la troisième, et ainsi de suite. Et on avait vu que c'était une suite géométrique de raison 2, donc c'était le lien avec les suites géométriques, c'est que finalement, pour passer d'un terme au suivant, il fallait chaque fois multiplier par 2, et ça reste vrai évidemment dans toute la partie qui n'a pas été représentée. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est calculer ce petit point d'interrogation, donc que vaut le nombre de grains de riz qui est déposé sur la dernière case. Pour savoir ça, j'ai besoin de savoir finalement que vaut mon n dans la formule UN, j'ai besoin de savoir que vaut mon n. Or, pour savoir ça, il faut savoir quel est le numéro finalement du terme de la suite géométrique que j'ai envie de calculer. Et donc pour la façon de faire, c'est d'abord de compter le nombre de cases de l'échiquier, parce que finalement le nombre de cases de l'échiquier correspond au numéro de la dernière case. Donc ici, j'ai 8 cases en hauteur et 8 cases en longueur. Et ici, donc en fait, finalement, mon échiquier, finalement, c'est simplement un carré de 8 cases sur 8. Donc, combien de cases il y a au total? Simplement 8 fois 8, donc 8 au carré. Donc 64 cases. Donc, mon échiquier est un
mon échiquier est constitué de 64 cases. Et finalement, le numéro de cette dernière case ici, si on continue à ajouter les choses, et bien simplement, le numéro de cette case-ci, ça sera la case numéro 64. Parce que ici j'ai la première case, ici j'ai la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et ainsi de suite, finalement, jusqu'à la dernière case qui est la case 64. Donc le numéro du terme de la suite qu'on a envie de calculer, donc on veut calculer le terme numéro 64, parce que c'est bien la 64e case à laquelle on s'intéresse. Or, je te rappelle, donc c'est une bonne occasion de revenir sur les conventions qu'on a définies, le terme numéro 64, c'est U63. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un décalage de 1 entre, c'est la convention qu'on a introduite dans les vidéos sur les suites arithmétiques, il y a toujours un décalage de 1 entre le numéro, du terme, donc le numéro du terme de la suite, et le petit indice qu'on met à côté du U. Donc nous, ce qu'on veut calculer, c'est le 64e terme, à savoir U63. C'est bien logique ce que je dis là, parce que le premier terme de la suite, donc le premier terme, c'est U0. Donc c'est logique, il y a bien un décalage de 1 dès le début. Donc pour faire ça, on va simplement utiliser notre fameuse formule UN est égal à U0 fois Q exposant N qu'on a construit. Comment on va s'en servir? On va remplacer donc N du coup par 63. Donc UN est remplacé par U63. Et U63 c'est U0. Donc U0 c'est le premier terme de la suite. Or le premier terme de la suite, on le voit bien ici, il vaut 1. Donc U0 fois, donc c'est 1, fois Q qui est la raison. Ici la raison c'est ce par quoi je multipliais pour aller d'un terme suivant. Donc c'est bien 2. Donc j'ai remplacé Q par 2. Et finalement j'ai remplacé N, le petit n ici, qui a été remplacé par 63 parce qu'on s'intéresse à U63. Donc U63 est égal à 1 fois 2 puissance 63. Donc ça évidemment je ne sais pas le calculer de tête, mais je peux très facilement l'entrer dans une calculatrice. Et si je l'entre dans une calculatrice, ça me donne ce nombre-là. Donc forcément ce nombre-là il est déjà énorme. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dépose, donc le roi il va devoir déposer 2 puissance 63 grains de riz sur la dernière case de l'échiquier. Donc c'est ce nombre énorme qu'on a calculé ici. Donc ça c'est déjà un premier accomplissement, on a répondu déjà à la première question, qui est que le dernier terme de la suite c'est 2 puissance 63. Maintenant, la question que j'avais posée c'est combien de grains de riz sera déposé sur tout le plateau? Donc en fait, pour faire ça, il va falloir calculer la somme des termes de cette suite géométrique. Donc combien vaut ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ainsi de suite. Donc pour faire ça, mais finalement, je vais remplacer ici les petites virgules dans les termes de la suite, qui permettent de distinguer chacun des termes de la suite, par des plus. Donc je vais prendre 1 grain de riz, plus 2 grains de riz, plus 4 grains de riz, plus 8 grains de riz, ce qui correspond évidemment à additionner chacun des grains de riz sur toutes ces cases de l'échiquier. Et donc si je fais ça, finalement je veux calculer cette somme-ci. Mais cette somme-ci, c'est quoi? On lui a donné un nom, on lui a dit, donc simplement la formule qu'on va utiliser, c'est la formule de somme que j'ai notée, que j'ai rappelée ici. Et ici, en fait, simplement, nous, ce qu'on veut calculer, c'est on veut remplacer n par 63 parce qu'on s'intéresse bien à le dernier terme qu'on va ajouter ici, c'est bien 2 puissance 63 qui est le terme numéro 64. Donc le dernier terme de la suite qu'on rajoute, c'est le terme numéro 64. Et ce terme numéro 64, il s'appelle U63. Donc nous, ce qu'on va calculer, finalement, c'est U0 plus U1 plus U2, et ainsi de suite, jusqu'à U63. Et ça, on avait appelé ça S63, parce qu'on s'arrête au 64e terme, qui est U63, donc c'est S63. Donc remplaçons chacune des valeurs. U0, le premier terme de la suite, ça vaut toujours 1. Et finalement, dans le reste de la formule, Q, la raison, vaut toujours 2. Ici, simplement, attention, on a n plus 1, donc n vaut 63. 63 plus 1, ça fait 64. Donc si je remplace 63 plus 1 ici, ça me fait bien 64. Et au dénominateur, 1 moins Q, 1 moins la raison qui vaut 2. Donc ça permet de calculer 63. Alors une fois de plus, je ne sais pas le calculer de tête, mais ce que je peux faire, c'est que je peux l'entrer dans une calculatrice, et ça va me donner ce fameux grand nombre que je t'avais montré en début de vidéo, et auquel on avait réagi de cette façon-là. Alors finalement, on a obtenu ce résultat que je t'avais annoncé en début de vidéo, on l'a obtenu de façon, comme tu vois, en vraiment 2 lignes de calcul, alors que si je m'étais amusé une fois de plus, à additionner chacun des grains de riz, la vidéo aurait mis encore plus qu'un an à être faite. Donc voilà, c'est finalement le résultat qu'on avait envie d'obtenir. Alors juste, avant de finir la vidéo, j'aimerais te poser une petite énigme pour voir si tu as bien compris comment se comporte une suite géométrique. Et tu peux voir ça comme un test, et c'est une énigme qui est vraiment assez intéressante. Alors je prends un nénuphar, qui est dans un étang, donc le nénuphar c'est ce petit rond vert ici, et qui est dans un étang qui est aussi un cercle bleu. Donc ce nénuphar, je vais dire qu'il double de taille chaque jour.
Donc si ça c'est la taille du nénuphar le premier jour, le jour suivant, il occupera le double d'espace, donc il occupera un cercle plus grand, qui est 2 fois plus grand, et donc il double de taille chaque jour. Et j'ajoute encore une hypothèse, je dis que je sais que le nénuphar, en un an, il remplit le lac. Ça veut dire qu'en un an, le lac, comme tu le vois sur cette photo-ci, le lac il est devenu complètement vert en un an. Donc le nénuphar occupe tout le lac en un an. Donc on sait que notre nénuphar il double de taille chaque jour et qu'en un an, il remplit le lac. La question que je te pose, c'est après combien de jours le nénuphar remplit la moitié du lac? Donc je t'invite à mettre la vidéo en pause pour répondre à cette question. Donc combien de jours le nénuphar va mettre pour remplir la moitié du lac? Et maintenant, je vais te donner la résolution de cette énigme. Donc en fait, le nénuphar, il remplit la moitié du lac en 364 jours. Alors ça peut sembler un peu paradoxal, peut-être que tu as dit une demi-année, et c'est la réponse la plus intuitive qu'on peut donner, et pourtant la réponse est 364 jours. Laisse-moi t'expliquer pourquoi rapidement sur base des hypothèses. Donc je te dis que le nénuphar, il remplit le lac en un an, et il double de taille chaque jour. Ça veut dire qu'en un an, il occupe la taille totale du lac. Mais si je remonte un jour en arrière, vu qu'il a doublé de taille d'un jour à l'autre, eh bien il occupait la moitié de la totalité du lac la veille. Parce que effectivement, si je prends la moitié de la totalité du lac et que je multiplie cette taille par 2, eh bien j'obtiens le lac entier. Donc finalement, le jour auquel le nénuphar occupait la moitié du lac, eh bien c'est la veille de la fin de l'année, donc la veille du dernier jour, donc le jour auquel il remplissait le lac. Donc 365 jours moins un jour, c'est bien 364 jours. Donc c'est au bout de 364 jours que le nénuphar occupait la moitié du lac. Alors ça peut toujours te sembler un peu paradoxal et je comprends que l'explication n'est pas très satisfaisante comme ça, et je te propose du coup de représenter ça graphiquement pour comprendre pourquoi en fait c'est bien cette réponse-là qui est juste et pas une demi-année. Une petite chose que je dois préciser, c'est que le nénuphar il double de taille chaque jour. Donc ça veut dire que chaque jour sa taille est multipliée par 2. Donc ça indique forcément que la taille du lac elle suit une suite géométrique parce que la taille est multipliée par 2 d'un jour au suivant. Donc représentons la croissance d'une suite. Donc la première chose que je vais représenter c'est une suite arithmétique. Ici j'ai pris U0, donc le premier terme de la suite qui vaut 1, et la raison de la suite arithmétique qui vaut 2. Donc ici on parle bien d'une suite arithmétique et pas d'une suite géométrique pour ce premier graphique. Et qu'est-ce que je vais représenter? Je vais faire un diagramme en bâtonnet où je vais représenter chacun des termes de cette suite. Donc U0, le premier terme de la suite, eh bien il vaut 1, comme je t'ai indiqué ici. Donc sur ce graphique on a bien, la valeur est bien à 1. U1, eh bien c'est U0, 1 plus R, donc 1 plus 2, 3. Donc ici le bâtonnet il est bien à 3. Et ainsi de suite. Donc en fait, pour passer d'un bâtonnet au suivant, je dois toujours ajouter la raison de la suite arithmétique qui est 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque si on continue à faire ça? Eh ben, on observe une croissance qui est linéaire en fait. Pourquoi c'est une croissance linéaire? Parce que si je prends les sommets des bâtonnets à chaque fois et que je les connecte entre eux, on suit bien une droite. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire qu'une suite arithmétique, les termes d'une suite arithmétique grandissent de façon linéaire. Et je peux faire exactement la même chose pour une suite géométrique. Donc je peux prendre une suite géométrique, je vais prendre exactement les mêmes paramètres. Donc je vais dire que le premier terme de la suite géométrique c'est 1 et que la raison de la suite géométrique c'est 2. Donc ici j'ai bien une suite géométrique parce que j'ai mis Q. Donc chaque fois pour passer d'un terme au suivant, je vais multiplier par 2. Donc ne pas confondre suite arithmétique et géométrique, c'est pas la même chose. Donc si je fais la même chose, donc si je fais ce diagramme en bâtonnet pour la suite géométrique, eh bien je vais obtenir ce résultat-ci. Et comme tu le vois, graphiquement, c'est pas du tout la même chose. Alors peut-être que cette courbe-ci te donne quelque chose, donc la courbe qui connecte les sommets de ces bâtonnets, elle te dit peut-être quelque chose. Si tu as déjà vu les vidéos sur les exponentielles, eh bien en fait, il y a moyen de montrer que la progression d'une suite géométrique, donc les termes d'une suite géométrique, ils suivent une progression exponentielle. Donc ça c'est complètement différent. Une suite géométrique donc, suit une progression exponentielle et une suite arithmétique suit une progression linéaire dans la croissance des termes. Donc ici, ça distingue bien déjà le comportement de nos deux suites. Et une autre chose qui distingue forcément, tu peux voir qu'une suite géométrique, de façon générale, elle grandit beaucoup plus rapidement qu'une suite arithmétique. Ici, on voit bien qu'avec une suite j'ai pris les suites avec exactement les mêmes paramètres. Une suite géométrique, elle va atteindre 600 à mon terme U9, enfin elle va atteindre quelque chose qui est plutôt autour de 500, alors que la suite arithmétique, on voit qu'elle reste en dessous de 20. Donc forcément, les termes atteints par une suite géométrique sont beaucoup plus importants, ce qui est finalement très logique, parce qu'une progression exponentielle, une progression exponentielle grandit beaucoup plus rapidement qu'une progression linéaire. Alors, finalement, donc on a ces deux graphiques-là, et on va se demander lequel décrit le mieux la croissance de notre nénuphar, parce que c'est bien le nénuphar qu'on a envie de décrire. Alors, comme je t'ai dit, le nénuphar, il suit une progression géométrique, parce que chaque jour, il double de taille. Donc c'est plutôt celui-là qui décrit le mieux
la croissance du nénuphar. Mais essayons d'imaginer que c'est celui-là, donc prenons d'abord une mauvaise réponse et disons c'est celui-ci qui décrit la croissance du nénuphar. Et bien si j'étais dans cette hypothèse-là, donc cette fausse hypothèse, et bien forcément, imaginons que donc, je définisse la taille de ce bâtonnet-ci comme la taille du nénuphar au bout d'un an, et bien si je veux prendre la moitié de la taille du nénuphar au bout d'un an, donc la moitié du lac, et bien c'est bien à peu près à la moitié de l'année, donc au terme qui va correspondre à la moitié de l'année, que j'aurai atteint la moitié de la taille du nénuphar, la moitié de la taille du lac. Donc forcément, dans l'hypothèse d'une suite arithmétique, eh bien c'est bien la moitié de l'année que le nénuphar aura atteint la moitié de la taille du lac. Mais on n'est pas dans le cas d'une suite arithmétique, parce que chaque jour, la taille du nénuphar, elle double. On n'ajoute pas une valeur constante à la taille du lac chaque jour, on la multiplie par une valeur constante, qui est 2. Donc c'est bien ce graphe-ci qui décrit bien l'évolution de la taille de mon nénuphar. Et une fois de plus, si je prends le dernier bâtonnet comme étant la taille du lac, et que je m'intéresse à quand la moitié de la taille du lac est atteinte, eh bien, dans ce cas-ci, c'est bien au terme juste avant qu'on atteint la moitié de la taille du lac. Et c'est précisément ce que je t'avais dit pour résoudre l'énigme, c'est que si ça, c'est 365 jours, eh bien, le terme d'avant, c'est 364 jours. Et c'est au bout de 364 jours, du coup, qu'on atteint la moitié de la taille du nénuphar, parce qu'il y a ce doublement d'un jour à l'autre. Donc finalement, c'est bien dans cette hypothèse-ci qu'on est, et c'est dans cette hypothèse-ci qu'on obtient que c'est 364 jours à 364 jours que le nénuphar remplit la moitié du lac. Donc en fait, il y a une grosse confusion parce que dans la vie de tous les jours, on pense beaucoup plus de façon arithmétique que de façon géométrique. On pense toujours à additionner les choses. L'addition va beaucoup plus de soi et est beaucoup plus naturelle que la multiplication. D'ailleurs, on apprend l'addition avant d'apprendre la multiplication à l'école. Et donc, on a tendance à penser de façon arithmétique. Mais dans certains problèmes, il faut penser de façon géométrique et pas de façon arithmétique. Et donc, c'est pour ça que ici, le problème est peut-être un peu difficile. C'est parce qu'on essaye absolument de s'accrocher à l'hypothèse de la suite arithmétique qui nous donne évidemment alors une demi-année pour la moitié de la taille du nénuphar, alors qu'il faut penser de façon géométrique parce que le nénuphar double de taille chaque jour. Alors juste encore une dernière petite remarque, je peux faire des graphiques similaires en maintenant changeant la raison de chacune des suites. Donc au lieu de prendre r égale 2, j'ai pris r égale moins 2, donc j'ai changé le signe, j'ai gardé toutes les valeurs à la même chose, et donc on peut tracer des graphiques similaires dans cette hypothèse-là. Et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que pour une suite arithmétique de raison négative, donc de raison moins 2, eh bien j'obtiens toujours une droite, sauf que cette droite maintenant elle est décroissante, elle est plus croissante, elle est décroissante. C'est très logique parce que pour passer d'un terme au suivant, je vais devoir ajouter moins 2, ce qui est exactement la même chose que d'enlever 2. Donc finalement, c'est logique que la suite décroisse à partir du moment où j'ai une raison négative. Donc une suite arithmétique de raison négative va décrire une droite décroissante si je représente un diagramme en bâtonnet pour chacun des termes de la suite. Et pour la suite géométrique, c'est un peu plus bizarre en fait, simplement j'ai gardé les mêmes paramètres et j'ai une fois de plus juste changé le signe de la raison. Et là on a quelque chose qui est vraiment très bizarre, donc pour les premiers termes de la suite, on ne voit pas forcément quelle est leur valeur parce qu'ils sont très petits par rapport aux termes qui suivent. Mais qu'est-ce qu'on observe à partir du moment où on peut observer les bâtonnets? Et bien on observe qu'ils alternent de signes. Ça peut sembler un peu bizarre. Donc on voit qu'effectivement les termes ont l'air d'être chaque fois de plus en plus grands en valeur absolue, mais au lieu d'avoir un signe constant, eh bien, ils alternent de signes. Et ça c'est très logique en fait, parce qu'une suite géométrique, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on multiplie par la raison pour passer d'un terme au suivant. Mais imaginons que je multiplie 2 fois par moins 2, donc je fasse moins 2 fois moins 2. Et moins 2 fois moins 2, ça fait fois 4. Donc finalement, pour passer d'un terme au suivant, je vais multiplier par moins 2, et en remultipliant par moins 2, je vais changer le signe à chaque fois de ce terme. Donc si par exemple ici j'ai quelque chose de positif, en multipliant par moins 2, je vais avoir quelque chose de négatif. Mais en ayant quelque chose de négatif que je multiplie par un nombre négatif, je vais avoir un nombre positif. Et ainsi de suite. Je vais chaque fois alterner de signes. Donc en fait, dans le cas d'une suite géométrique de raison négative, eh bien j'ai aussi une espèce de croissance exponentielle, sauf que l'exponentielle ici, elle est oscillante. C'est-à-dire qu'à chacun des termes de la suite, je vais changer de signe. Donc en fait, on a une espèce d'exponentielle qui va... c'est plus vraiment une exponentielle du coup, mais on va avoir aussi une croissance exponentielle en valeur absolue, mais qui va correspondre chaque fois à des oscillations dans le cas d'une suite géométrique. Donc on voit une fois de plus que le fait de changer les signes, ça change vraiment le comportement de nos suites. Et dans le cas d'une suite géométrique, ça ajoute une certaine subtilité qui n'est pas présente dans le cas d'une suite arithmétique. Alors je t'invite vraiment à encore réfléchir à ces notions et à revenir sur les séquences de la vidéo qui te semblent peut-être un peu plus compliquées.
parce que c'est vraiment des concepts qui sont très importants et qui pourront vraiment t'aider dans la suite. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris beaucoup de choses, et jusqu'à la prochaine vidéo, eh bien, il me reste plus qu'à te dire profite bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Clipedia.